Et ça vendait 20, 30, parfois 50 ventes par jour en low ticket. Tu fais des trucs un peu fun, etc. et ça change de l'ordinaire. Franchement, on n'a jamais dépassé les 300K par mois. Bah, je pense que le budget pub, il devait être 20% de budget pub. Tu vois, on était ROI x5. Vous gardez les leads, vous gardez le groupe Facebook, 12 000 personnes dans le groupe. Vous vendez vos coachings. Franchement, ils sont capés entre 20 et 50K par mois. Un closer, un coach. Déjà, ça facilite énormément de choses parce que tu peux faire le 20-80 sans trop de difficultés. On va parler de quoi aujourd'hui? On a un bon sujet, c'est tous ces trucs-là, là, et là-bas aussi, les awards. Ça fait un peu fantasmer les gens sur Internet, voilà. Ouais, j'ai les awards, System.io, ClickFunnels. Comment t'es passé, toi, de ton premier zéro à ton premier 1 million? Et surtout, de simplifier le process, étape par étape, pour voir comment c'est applicable aujourd'hui, quoi. Pour que n'importe qui nous regarde puisse. Ouais, 100%. Bon, en gros, il y en a 6 ici. Bon, on va en prendre un qui est le plus applicable, parce que, en fait, moi, j'ai utilisé plusieurs méthodes. Certaines qui sont plus difficiles à appliquer que d'autres. En gros, je vais partir de quand j'ai créé BodyMind, la plateforme santé, dans laquelle on accompagnait des femmes à perdre du poids, perdre des kilos émotionnels, se sentir mieux dans leur corps, dans leur vie de manière générale. À l'époque, moi, je lançais des low tickets. Ça tournait bien, sauf que les budgets pubs ont augmenté. Voilà, c'était l'époque 2022. En gros, seulement avec du low ticket, c'était beaucoup plus difficile de faire de l'argent en faceless sur Traffic Cold avec des offres à moins de 50 balles. Quoi. Donc, en gros, ce que j'ai fait, moi, à l'époque, je vivais encore en France. J'avais déménagé à Barcelone et j'avais ma femme de ménage qui travaillait à temps plein chez moi. Enfin, c'était pas une femme de ménage, mais c'est plus quelqu'un qui s'occupait de la maison, des enfants et qui nous aidait au quotidien. Et cette femme-là, en fait, allait se retrouver sans rien, puisque on l'avait employée pendant plusieurs années. Donc, du coup, on part à Barcelone. Je fais un deal avec cette femme. Je lui dis, en gros, elle me disait, Olivier, j'ai envie de me lancer sur Internet et tout. Toi, je sais que t'es sur Internet. Moi, c'est Internet. Je lui dis, vas-y, let's go, on va faire un site. Et je vais pas la laisser comme ça. Donc, j'ai dit, écoute, qu'est-ce que tu veux te lancer sur quoi? Elle me dit, moi, tu sais, j'ai une histoire. J'ai perdu 20 kilos ou 25 kilos. Et je lui dis, ok, super, wow, c'est incroyable, quoi. Ce genre d'histoire, moi direct je me dis, ce genre d'histoire ça se monétise. Donc on y va dit, tu veux enseigner comment t'as perdu du poids, on va faire un truc comme ça. On fait un test, moi j'avais pas de promesse à l'époque, je lui dis, écoute on fait un test et puis on voit si ça marche, tu vois. Donc le test c'est toujours low ticket. En gros ça te permet de valider un message, valider une offre et de voir s'il y a une demande. On s'est posé, j'ai écrit un texte dans la journée et avant de déménager, en fait avant de partir, je filmais ça avec elle. On a posé une caméra, un iPhone, elle a lu le texte, quoi. D'ailleurs, un petit détail intéressant, c'est que j'avais vu le funnel à l'époque et la VSL, elle n'était pas horizontale comme la plupart des VSL qu'on voit, mais elle était verticale. L'iPhone, vous l'aviez posé vertical. Ouais, vraiment, c'était pensé quand même, parce que je me suis dit, on fait vertical ou horizontal, après je me suis dit, il y a quand même 90% de trafic sur mobile. Donc je me suis dit, ouais, c'est stylé, let's go, on fait en vertical, ouais. Alors, en plus, il y a personne qui le faisait à l'époque, donc c'était nouveau, quoi. Moi, je me suis dit, vas-y, franchement, il faut pas être con, on va faire en vertical, tout le monde regarde sur mobile. Ce qui est important, en fait, c'est que la VSL, si elle est en vertical, c'est aussi, ça prend tout l'écran, donc les gens, ils sont pas en train de regarder autre chose. C'est intéressant. Donc on a fait ça. Le premier mois, ça n'a pas très bien marché. Okay. Franchement, on gagnait pas d'argent, on perdait de l'argent sur un produit. Au début, on avait testé à 87 balles, il me semble. Ensuite, on a descendu à 47, après on est descendu à 37 et à 27. Et à 27, c'est là où on faisait le plus d'argent. Parce que derrière, on avait une bonne structure d'upsell. Et donc, on a commencé à le pousser. Et le truc commençait à faire 10, 20, 30K par mois, 50K par mois. Avec combien de budget pub? Du low ticket. Je pense que le budget pub, il devait être 20% de budget pub. Tu vois, on était ROI x5. Ah ouais, quand même. Ouais, c'était énorme. On était encore en période 2022, tu vois. C'était 2023. C'est vite fait post-Covid. Donc, c'était quand même intéressant. Et on avait l'histoire qui vendait bien. Donc, elle avait son storytelling, puis elle avait vécu un vrai truc, elle avait une personnalité et tout. Donc, ça marchait bien. Et après, derrière, on s'est dit, franchement, maintenant, il faut qu'on ajoute du high ticket, tu vois, pour derrière ajouter du profit. C'est de l'argent gratuit. Et donc, on a ajouté, moi, à l'époque, je savais pas du tout comment ça fonctionnait. On a ajouté une offre à 1000 balles en upsell direct, paiement en 2 fois, mais ça partait pas très bien. On a testé plusieurs types d'upsell et après ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté en call derrière. On avait pris un mini call et c'était elle qui vendait l'offre à 1000 balles. Après l'offre, on l'a passé à 2000. À la fin, on l'a passé à 3000. Donc femme de ménage, jusqu'à je vais sur un site internet et je fais du closing tant qu'à faire. Voilà, elle a tout fait, tu vois. Okay, mais franchement, elle était motivée, donc elle était même payée aussi. Hein. Mais ouais, on a fait comme ça. Et donc tout ça pour dire que, en gros, la première étape, c'est tu valides ton offre. Deuxième étape, tu ajoutes une offre plus chère, tu la fais gagner en valeur. Donc l'offre, elle prend en valeur parce que tu accompagnes des gens, tu as plus d'expertise, tu as plus de témoignages et tu augmentes tes tarifs. Après, la limite de ça, c'est que c'était elle qui accompagnait tout le monde, elle accompagnait toutes les femmes et elle faisait le closing. Donc ça demandait du travail. Donc au bout d'un moment, là, on était bloqué. Aux alentours des 50K par mois, on était bloqué. Et donc on a commencé à recruter des closers, à recruter des coachs. Et c'est là qu'on s'est structuré. Et moi, à l'époque, je connaissais rien à high ticket.
Donc je me suis fait accompagner. J'ai rejoint un mastermind où vraiment c'était vente de high ticket, closing, setting, sales team et tout. Et donc on a commencé à recruter des closers, recruter des setters et recruter des coachs. Et donc là, quand tu passes le palier des 50K par mois, même aux alentours des 30, entre 30 et 50K, ça dépend des niches, hein. Il faut que tu te structures, que tu délègues. Il faut que tu crées des process de délégation, des process de recrutement, des process d'onboarding, des process de management. Et tout ça, ça va te permettre d'avoir une structure solide qui est pérenne. Et donc nous, on a commencé à recruter des setters qui appelaient tous les clients du low ticket. Nous, on avait toujours le low ticket en front et ça vendait 20, 30, parfois 50 ventes par jour en low ticket. Et derrière, on envoyait les setters qui appelaient tout le monde et puis on a upgradé sur du high ticket. L'offre à 2007, ça fonctionnait bien. Au début, on faisait parfois 2, 3, 4 ventes par jour, presque 3000 balles. Donc on faisait des journées à 10, 15, 20 000 balles. Et c'était intéressant. La seule difficulté que j'avais, moi, c'était les humains, la gestion, le management, c'était pas mon truc et c'était moi qui gérais tout ça. On avait à cœur de créer l'accompagnement, le meilleur accompagnement du marché avec un truc hyper qualitatif. En fait, un client qui est rentré chez nous, une cliente est rentrée chez nous, elle avait tout ce qui est la naturopathie, la psychothérapie et une coach sportive. Donc il y avait 3 experts clientes. Ce qui fait que au final, quand tu fais du volume avec ce type d'accompagnement, t'arrives à une équipe de 15 coachs, quoi. Ouais. Et c'était ingérable. Pareil, il fallait beaucoup de closers, beaucoup de setters. En gros, si on doit résumer les étapes pour aller chercher le 1 million, c'est la première étape, tu valides ton offre, tu envoies du trafic dessus, tu vois si ça match, tu crées ton positionnement. On avait regardé ce que faisaient les autres sur le marché et on avait un positionnement qui était très orienté holistique. Avoir une offre qui se différencie du marché avec un mécanisme unique. Nous, on travaillait beaucoup sur le microbiote, par exemple. C'était notre signature. Et voilà. Et après, il faut envoyer du volume, il faut recruter, il faut déléguer, il faut automatiser. Et parlons un peu chiffres. C'était quoi, du coup, le mois, le plus gros mois? Voilà, on va faire un peu rêver. Là-dessus, franchement, on n'a jamais dépassé les 300K par mois. Sur un C'était déjà pas mal, hein, quand même. Ouais, c'est déjà pas mal. Mais moi, vraiment, l'objectif, quand j'ai créé ça, c'était d'aller chercher les 500K par mois, minimum, tu vois. C'était, moi, je pense que j'ai fait vraiment beaucoup d'erreurs, tu vois. Et ça, c'est le truc. Faut jamais se dire, tu fais pas un projet, c'est pour que ça réussisse du premier coup, en fait. C'est sûr que tu vas avoir plein d'erreurs et c'est ce qui fait que tu optimises ton process. Mais j'avais pas l'énergie, en fait, pour optimiser le truc. À un moment donné, il y avait un désalignement, donc j'ai dû me séparer de l'équipe. Et j'aurais dit, bah, vous gardez les leads. Au coach, j'aurais dit, vous donnez tout le truc, tu vois. Je vais même pas vous revendre la plateforme. Vous gardez les leads, vous gardez le groupe Facebook, 12 000 personnes dans le groupe, vendez vos coachings, et puis moi je vais faire autre chose parce que j'ai vraiment envie de quelque chose de nouveau, tu vois. Donc je suis parti faire autre chose pour accompagner les coachs et tout, mais en gros, il te faut toujours optimiser le process. Il y a le marché qui change, tu as des personnes qui veulent, dans ton équipe, qui veulent partir, il faut recruter. Plus tu scales, plus il faut avoir un process de nurturing puissant. Ce qui fait la différence en fait entre un business qui scale et un business qui scale pas, c'est quand tu as du trafic cold et que tu peux convertir le trafic cold, donc des gens qui ne te connaissent pas, que tu arrives à les convertir sur des offres très chères. Et comment est-ce que tu arrives à faire ça le plus rapidement possible? Et en gros, l'erreur que font la plupart des gens quand ils arrivent aux 50K, c'est qu'ils ont pas un process de nurturing très puissant. Il faut vraiment que les gens ils consomment du contenu en quantité et en qualité le plus rapidement possible avant d'acheter le high ticket. Moi, je pense que c'est une des grosses erreurs que j'ai fait à l'époque, c'est de vouloir envoyer un max de trafic vers l'école le plus rapidement possible. En fait, on avait les clients qui achetaient le low ticket et on avait les prospects qui n'achetaient pas le low ticket. On envoyait tout le monde en call. Et ça a cramé l'équipe de vente, ça a cramé les prospects. Enfin, le process n'était pas optimisé. Donc, avec le recul, je pense aussi l'offre était peut-être trop chère. Du coup, c'est difficile à closer. Mais ça nous a permis d'avoir uniquement des clients ultra qualifiés qui avaient des vrais résultats et tout. Après, c'est là où moi je suis pas nécessairement d'accord. Hein. C'est que tu vendais le high ticket, t'as quoi? T'avais dit 2700 €? 2700 €, ouais. Et ça closait à quoi concrètement? En closé autour des 10%. Franchement, au volume, c'était ça. À haut volume, 10%. C'est-à-dire que bon, si t'avais divisé par 2 le prix, à 1350 par exemple, si t'avais closé à 20%, ça aurait été la même chose, quoi. Ouais, mais je pense qu'on aurait pu, en fait, à 1002, une offre à 1002, on aurait pu la closer à 30, 40%. Parce que, ça dépend des niches, hein, mais tout ce qui est niche non ROI, c'est difficile d'aller chercher les 2500, 3000, c'est pas évident, franchement. Sauf après, c'est vraiment si t'accompagnes des personnes qui sont cadres supérieurs, machin, ouais, vraiment entrepreneurs et tout. Ouais. Ça, après, c'est pas scalable, quoi. Mais bon. Moi, ce que je me dis, c'est que c'est largement reproductible avec les bons process, avec les bonnes stratégies, les erreurs à éviter. Pour aujourd'hui, pour n'importe qui, c'est faisable, quoi. À partir du moment où tu veux le faire. Ok. Et pour le coach qui n'a pas envie de se casser la tête avec du recrutement d'équipe, etc., il sera forcément capé, mais il sera capé à combien, selon toi? Ouais, c'est-à-dire tu veux pas recruter de closer, tu veux pas recruter de coach. Allez, tu vas peut-être recruter un closer à la rigueur, un setter, histoire de, un coach pour t'aider, pourquoi pas, mais bon, t'as envie d'être ligne. On a les exemples là, dans le mastermind. Ils ont un closer. Franchement, ils sont capés entre 20 et 50K par mois. Un closer, un coach.
coach, quoi. Ce qui est déjà bien. Bah, ce qui est déjà bien, en fait, ça te permet quand même de décharger pas mal de responsabilités. Tout temps libre, Tu te concentres plus sur création de contenu, ton expertise, Ouais. toi délivrer, faire un meilleur produit. et assurer la qualité. Et tu fais quand même ton 30, 40. C'est vrai que ça, c'est cool. Ouais, avec, je pense, entre 25 et 50% de marge, quoi. Donc c'est plutôt pas mal. Mais toi, tu as fait ça, c'était en 2022, 2023. Il n'y avait pas encore l'IA, le marché était différent. Ouais, Il n'y avait pas Andromeda, il n'y avait pas tous ces trucs-là. ouais, c'est vrai. Donc, c'est quoi un peu aujourd'hui la différence que tu vois comparé à ce premier million que tu avais fait Ouais, bah franchement, il y a des avantages et des inconvénients. Les avantages d'avoir l'IA, c'est que pour le contenu, ça facilite beaucoup la tâche. C'est-à-dire, tu peux vraiment, sans grosse équipe. Moi, à l'époque, j'avais un gars qui était full-time sur créer des lignes magnettes et créer du contenu, des petits textes pour le groupe Facebook. Mm. Ouais, on envoyait tous les jours des nouveaux trucs, tu vois. Bah, aujourd'hui, j'ai plus besoin de payer cette personne. Tu vois, j'ai payé full-time cette personne. Donc, tu peux... Pas besoin de la payer, pas besoin de la manager aussi. Ouais, c'est ça. Ça, c'est bien. Les délais et tout, relancer les gens. Donc, en fait, tu as des employés IA qui travaillent non-stop pour toi. Beaucoup plus facile. Parfois, même, ça fait une meilleure qualité qu'un junior que tu recrutes pour créer du contenu. Donc, ouais, ça facilite vraiment l'IA. La mise à jour Andromeda, je pense ça, c'est super puissant quand tu as la bonne méthode. Ça te permet d'aller chercher des leads ultra quali hyper rapidement. Nous, on le voit avec les ads qu'on fait en interne, franchement, c'est puissant. Bah, c'est toi qui es plus là-dessus, mais sur les ads, qu'est-ce que t'en penses sur la mise à jour? Bah moi, ce que je me dis, c'est effectivement pour le coach qui est un peu entre deux, c'est-à-dire, tu vois, comme tu disais, qui veut faire son 30-50 assez lean avec une petite équipe, etc. C'est vrai que finalement, bon, évidemment, il y a l'idée de se poser, tu te poses la question, est-ce que je recrute un média buyer ou pas? Déjà, je pense qu'il y en a certains, s'ils veulent toucher un peu aux méta ads, je sais que c'est effrayant hein, pour beaucoup, mais s'ils veulent toucher un peu, déjà, ça facilite énormément de choses parce que tu peux faire le 20-80 sans trop de difficultés. C'est-à-dire, voilà, avec Andromeda, aujourd'hui, les structures de campagne, elles sont relativement simples. Le testing, il est simplifié. Tu te concentres beaucoup plus sur finalement la qualité des créatives que tu vas produire plutôt que faire du hook un peu industriel. Et t'as pas besoin de faire comme à l'époque du management de campagne, tu vois, où tu dois rentrer dans les détails de Non. quel intérêt tu cibles, ou alors quel placement, essayer de forcer un peu l'algorithme et tout. Non, même les intérêts, les intérêts parfois c'est bien, faut continuer de tester les intérêts. Quand tu vois que tu as une campagne avec des créatifs qui marchent en broad, c'est bien d'aller tester les intérêts pour essayer de battre. Mais c'est vrai que la tendance, plus on avance, plus je vois que c'est difficile à battre, quoi. C'est-à-dire en fait, quand tu vas chercher les intérêts, Qu'est-ce qu'on veut dire en fait pour quelqu'un qui démarre, c'est que c'est beaucoup plus simple. c'est plus simple. C'est beaucoup plus simple en fait. T'as juste à te concentrer sur ta stratégie de créa. Et puis c'est tout en fait. Le reste, tu balances dans Meta et puis c'est lui qui gère sa sauce. En sachant qu'en plus les pubs aujourd'hui, les pubs avec une grosse production, etc. C'est vrai que c'est bien. C'est séduisant. On le voit hein, surtout chez les Américains. Et tu peux faire des ads beaucoup plus simple. Tu peux faire des ads dans ta voiture quand tu ramènes ton fils à l'école avant d'aller le récupérer, tu peux tourner ton ad. C'est des ads qui marchent bien aussi parce que la qualité du script, c'est ce qui va faire la différence. Dans mon cas, c'est ce qui marche mieux. Je prends mon téléphone, je pars faire une balade en forêt, je tourne 10-20 ads et c'est terminé, c'est plié. Je mets mes ads dans le mois, mes ads du mois. Après, qu'est-ce qu'une bonne stratégie méta quoi? C'est aujourd'hui au niveau des angles. Ah, faut tester les différents concepts. Pour moi, c'est principalement les concepts, les angles marketing. Parce que bon, aujourd'hui, on va dire la plupart des coachs, ils se disent, vas-y, je vais attaquer le pain point. Ça, c'est un peu hérité des structures copywriting à l'ancienne. Hein. C'est je vais attaquer le pain point et ensuite je vais dire mais il y a une solution. Vas-y, clique pour découvrir la solution. Ouais, bon, ok. Il y a pas que ça quoi. C'est un angle, ça fonctionne encore, ça s'utilise. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut aller plus loin. Il faut aller targeter d'autres personnes, d'autres avatars parfois, d'autres niveaux de conscience, d'autres niveaux d'intention. Parce que elle veut monter sur la table. Elle veut monter ou elle veut monter. Parce que voilà, on est quand même dans une situation aujourd'hui où les personnes elles voient pas une seule ad, une seule de vos ads et elles cliquent et elles passent à l'action. C'est-à-dire elle va voir une ad le matin, elle va en voir une le midi, elle va en voir une le soir. Ça pose la question aussi de la market awareness. À quel point est-ce que ton marché il est saturé, marketé? Il y a ça aussi. Ouais. On est quand même sur la plupart, dans 99% des cas, sur les marchés saturés, disons complexes, éduqués. Et donc, ce qu'il te faut en fait, c'est juste un mécanisme unique, quoi. Un angle nouveau. Il te faut une offre qui se différencie du marché et la mettre une en offre, avant. un message qui se différencie aussi. Ouais. Un petit conseil aussi à la rigueur pour ceux qui nous regardent, hein, c'est que il y a des niches dans lesquelles tout le monde fait grosso modo la même chose.
choses. Prendre l'exemple perte de poids, le truc classique, c'est que tout le monde dit si tu fais plein d'efforts mais que t'arrives pas à perdre de poids, alors regarde ça, c'est pas à cause de machin, c'est pas le cardio, c'est à cause de. Et en fait, ça c'est un peu le discours que tout le monde utilise, c'est un peu plat. Arriver avec une stratégie différente d'un point de vue discours, soit par exemple tu fais totalement l'inverse et tu t'attaques le prospect et tu lui dis ouais c'est ta faute. Bah alors certes tu gagnes pas des points d'empathie, mais tu te différencies. Et en fait ça c'est des mine de rien, c'est quand même des bons angles à tester. Ou alors les funny ads, parce que voilà tu fais des trucs un peu fun etc. Et ça change de l'ordinaire, surtout sur les niches qui sont trop sérieuses. Style Make Money, voilà Make Money c'est j'ai fait 12 000 euros en cliquant sur un bouton, je sais pas quoi. Si jamais t'arrives et tu fais de l'autodérision, ça marche bien. Les Américains l'ont fait en 2024, c'était la fureur. Donc aller chercher un peu se différencier soit par le message, soit par les angles marketing, soit par le mécanisme unique. Mais c'est un point vraiment important les ads, je trouve. C'est une des erreurs aussi qui est faite souvent, c'est de pas renouveler ces ads. Il y en a beaucoup qui, tu sais, ils ont un truc qui fonctionne bien. Le système il fonctionne, le funnel il fonctionne. Ils font pas d'ads. Ils ont l'impression que ça va durer, ça va durer toute leur vie. C'est bon, il y a une le système de nurturing et le renouvellement des ads. Pour moi, c'est les deux trucs, tu sais, que les gens font pas quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est pas très compliqué quoi. Le système de nurturing déjà, c'est juste une question d'optimisation. C'est un truc que tu fais une fois. Tu le fais via les emails, tu fais via le setting que tu peux automatiser. Le contenu. Tu fais à travers le contenu, donc par exemple le contenu du low ticket. Le contenu long aussi que tu peux envoyer. Quelles sont les questions en fait voilà, c'est les questions qui se posent et puis les questions même auxquelles il a même pas pensé, tu vois. En gros, tu réponds à ces questions-là avant de l'envoyer en appel ou alors après l'appel sur le follow-up, mais c'est trop important. Et très peu de gens le font. C'est ce qui te permet de scaler à haut volume et le renouvellement des ads. Alors après, t'as les classiques, la sales team, il faut être bon en call, machin. Oui, tu peux toujours optimiser ton taux de closing, mais bon, on va dire relativement aujourd'hui, si ton système de nurturing il est bon et que tu fais des calls sur des clients low ticket. C'est un choix, après c'est un choix. Est-ce que tu veux optimiser à fond ta sales team ou est-ce que tu veux avoir un marketing optimisé? Parce qu'il y en a certains en fait, ils sont très bons en sales team. Leur job, eux, c'est de recruter les bons closers, mais ils ont fait ce choix-là. Du coup, leur marketing il est top, tu vois. Et moi en fait, ce que je me dis, c'est que t'as un bon marketing, un bon système de nurturing, un bon système d'ads. Derrière, le closing il est beaucoup plus facile. En fait, pas besoin de recruter toujours les top closers, les machins. Si le closer il est malade, mais t'as des problèmes de conversion. Donc ça facilite aussi, tu vois, un bon marketing, closing facile, quoi. Je suis d'accord parce que en plus aujourd'hui, bon là on est en fin 2025 quand on tourne ça. Recruter un bon closer c'est dur et le garder c'est encore plus dur. C'est des bons closers, voilà. Combien de personnes par jour me contactent et me disent bon là Rachid, je veux recruter un closer sur cette niche. Il faut se mettre à la place du bon closer. Si t'as pas une offre à 10K, 15K, 20K, le closer en fait, pour lui c'est beaucoup plus facile de venir chez un gars qui a une offre à 10K parce que il prend en commission toujours 10% plutôt que de vendre des offres à 2000 balles, 2000 à des ou à 1005 en perte de poids. Surtout qu'en plus les bons closers, c'est vrai qu'ils ont aussi des affinités. C'est-à-dire il y a des niches dans lesquelles les bons closers préfèrent se tourner. Et la niche perte de poids, c'est vraiment la niche, une des niches les plus dures à closer. Il faut être très technique, il faut rentrer dans les émotions à fond, faire pleurer les gens, machin. Et c'est pas là où tu as les plus gros tickets. Donc en fait, tu vas faire du volume. Donc déjà rien que ça, c'est. Donc voilà, c'est ça le truc, c'est que autant être bon dans ton marketing, quoi. Ouais, je suis d'accord. En fait, la conclusion, c'est ça, c'est que parce que la ressource humaine closer, elle est quand même vachement limitée, mine de rien, sur tous les marchés. Ça débauche dans tous les sens. Et si t'as un bon closer et que les gens commencent à le savoir, bon, on va essayer de le recruter. Ton closer, t'es pas à l'abri qu'il se casse. Tu peux avoir un conflit avec lui, ça peut arriver aussi. Parfois, si ton management il est pas extrêmement bon, bah allez, parfois il y a aussi des petites erreurs qui se font. S'il y a un mois où ça se passe mal, peut-être qu'il se barre. En gros, t'es jamais à l'abri de ça. Donc en fait, selon moi, le vrai edge aujourd'hui, c'est d'avoir un marketing qui permet de tourner, mais si ton closer, c'est pas un top closer. Ouais, avoir un système, quoi. C'est-à-dire, si t'as un système qui est bon, il permet finalement de tellement préchauffer le lead au point où, quand il arrive en call de closing, bon, t'as pas besoin de mettre la max pour le closer. Tu peux avoir un closing, même si ton closer il est à 50%, bah c'est là où t'es capable de scaler. Une entreprise, elle tourne même avec des closers moyens. Et ça, c'est trop important. En gros, les étapes pour aller de 0 à 1 million. Premièrement, on connaît bien son avatar client, on crée une offre. On la valide. Une fois que c'est validé, après derrière, il faut envoyer du volume au niveau du trafic. Il faut avoir un système de nurturing qui préchauffe les gens avant de les envoyer un appel. Puis il faut des process pour déléguer. Parce que quand tu passes la barre des, on a dit, entre 30 et 50K, selon où t'en es, il faut commencer à déléguer ton closing, ton setting, ta livraison. Mais en gros, voilà, après derrière, c'est juste automatisation et plus de volume. On va dire le MVP pour celui qui peut pas forcément déléguer, parce que déléguer, ça arrive à partir de 30-50, mais bon. Pour le coach que faire 30-50, concrètement, c'est valider, connaître ton avatar,
valider ton offre, low ticket notamment, t'envoies du trafic. Une fois que c'est validé, derrière, tu mets en place un high ticket, tu mets en place un système de nurturing efficace pour amener les gens du low ticket vers le high ticket. Et ensuite, tu vas scaler en optimisant petit à petit tous les bouts. C'est-à-dire, tu vas optimiser un peu ton nurturing, tu vas optimiser tes ads évidemment. Faut toujours faire des nouvelles créatives. Tu vas faire de l'A/B testing, tu vas tester un petit peu différents angles pour ton low ticket. Pareil pour ton high ticket, tu vas tester différents prix, tu vas tester différentes offres. Et puis comme ça, déjà, tu peux le faire assez avec un setter, un closer. Puis après, t'envoies plus de volume et tu fais ton million annuel. Le million annuel, c'est jouable. Disons que c'est simple comme process. Après, c'est pas facile. Ça demande du boulot. Ça demande de la charge mentale et ça demande de prendre des risques. Ça demande surtout de savoir comment faire exactement à chaque étape. Parce que. Mais après, en vrai, non, tu sais, t'as pas besoin de savoir comment faire. Je pense que t'as juste besoin d'y aller, tu vois. T'as juste besoin d'y aller, de faire des erreurs et puis d'optimiser, quoi. Le process, c'est. Il faut prendre des risques, il faut accepter de perdre de l'argent parfois. Quand tu vas commencer à augmenter tes budgets pub et que ta renta elle baisse et que tu dis putain, je suis en train de perdre de l'argent ce mois-ci. Si tu veux faire plus de volume, il faut aussi acheter de la data, acheter de l'expérience, passer des caps. Donc c'est ok, c'est partie process. Mais en fait, c'est du mindset. À la fin, il faut se dire voilà, moi j'ai envie d'y aller parce que c'est important pour moi, parce que j'ai la vision, je sais où je veux aller. Il faut que tu saches exactement pourquoi tu veux le faire. Et puis après, tu pars à l'aventure. En gros, voilà, on a un mastermind. Si vous voulez passer de 0 à 1 million en 3 mois, cliquez sur le lien dans la description et puis on vous y amène. Non, en vrai, pas en 3 mois, mais voilà, vous avez compris. Si vous voulez optimiser votre système et que vous voulez qu'on travaille ensemble, avec plaisir. Voilà, cliquez sur le lien et puis on essaie de voir